Bonjour, bonjour peuples africains, bonjour peuple du monde, bonjour les amis, bonjour la famille. Comme on vous le dit toujours, nous sommes là pour partager les informations car un peuple non informé ne peut pas mener, ne peut pas se défendre, ne peut pas se libérer. Alors, chers compatriotes, est-ce que de nos jours ou au jour d'aujourd'hui, on va encore se poser la question ou on va se douter qui sont les terroristes? Je pense que nous tous, nous avons observé et nous avons remarqué, et il n'y a plus de doute à savoir qui sont les terroristes. Les terroristes, ce sont que des mercenaires envoyés en Afrique ou dans un endroit quelconque pour établir la sécurité, alors que ces mêmes mercenaires, ces mêmes organismes arrivent à cet endroit pour déstabiliser. En fait, les terroristes, c'est la fabrication, la création des Nations Unies en Afrique au nom pour aller établir la sécurité. Est-ce que je l'ai bien formulé ou ça demande encore une autre façon que je puisse mieux formuler? Les Nations Unies, les terroristes, c'est la créature des Nations Unies, des éléments des Nations Unies envoyés dans un endroit quelconque pour sécuriser cet endroit ou les populations, alors qu'ils sont là pour détruire. Donc, c'est une façon des Nations Unies de faire rentrer les mercenaires, les terroristes pour déstabiliser l'endroit où ils se trouvent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous vu qui sont les terroristes, où sont les terroristes, où viennent des terroristes, d'où viennent des terroristes. Des terroristes viennent, sont envoyés par les Nations Unies pour établir la sécurité, et ces mêmes éléments, au lieu d'établir la sécurité, ils créent la déstabilisation, ils créent l'insécurité. Nous avons tous vu les missions des Nations Unies, partout où ils sont passés, ça s'est terminé que par un échec. Alors, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? Alors, c'est pour ça que les Africains doivent prendre leurs responsabilités en main. Toutes les zones de l'Afrique ont été, les zones stratégiques de l'Afrique ont été détruites, sont instables, il y a l'insécurité dans beaucoup de zones d'Afrique par la cause de leur matière première. Donc l'Afrique en fait est déstabilisée. Le malheur de l'Afrique, c'est de contenir la matière première. Les Nations Unies viennent pour nous aider, mais ils viennent pas pour aider les peuples africains, mais ils viennent pour protéger les intérêts du sous-sol africain ou les richesses du sous-sol africain à leur bénéfice. Chers compatriotes, je veux vous passer la vidéo pour voir les réponses que le secrétaire des Nations Unies, il a été interviewé par un journaliste pendant son séjour, pendant le moment, parce que c'est même pas un séjour, un petit moment qu'il a passé en RDC. Vous allez voir les réponses de monsieur Anthony
Blinken. Alors, sans plus tarder, mes chers compatriotes, suivons. C'est très important. De condamner la Russie, qui a été co-auteur de la résolution condamnant l'agression de l'Ukraine à l'ONU, un groupe d'experts des Nations Unies qui, depuis, par des informations que vous avez dit crédibles, établit la responsabilité du Rwanda. Alors, première question, est-ce que les États-Unis envisagent d'abord de parler de ce rapport aux Nations Unies et d'en tirer toutes les conséquences ensuite? Deux choses. Premièrement, oui, nous avons connaissance du rapport et je pense que nos propres estimations sont largement en accord avec le rapport et c'est tout à fait effectivement crédible et globalement il faut une chose, il faut qu'il y ait la paix pour les gens qui habitent le Congo de l'Est. C'est la première chose qui est absolument essentielle. Deuxièmement, pour qu'il y ait la paix, il faut évidemment une diplomatie, une négociation, mais il faut qu'on arrête d'armer les groupes qui ne font pas partie des armées de l'État et qui, eux, créent une instabilité, une violence, une insécurité qui afflige le peuple qui habite à l'est du Congo depuis des années. Donc je vais en parler, j'en ai parlé ici, j'en parlerai demain au Rwanda. De les armer par qui? Le Congo est quasi sous embargo, il doit tout déclarer. Il est clair que ce sont les voisins. Alors je repose ma question, est-ce que vous êtes prêt à mener ce rapport des experts au Conseil de sécurité pour qu'on en arrive à des décisions claires à l'égard de ceux qui les arment? Dans les jours à venir, je me concentre sur la diplomatie, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, un soutien pour les efforts de médiation qui sont tenus par l'Angola, par le Kenya, où lance maintenant presque l'ancien président Kenyatta, mais qui a toujours ce dossier en main. Deuxièmement, nous-mêmes, directement, avec le gouvernement ici au RDC, avec le gouvernement au Rwanda, nous essayons d'aider à trouver une solution diplomatique par la voie de négociation, mais cette solution doit inclure l'idée qu'on n'arme plus ces groupes comme M23. Vous croyez encore à la diplomatie après le Luanda, après l'accord de Nairobi, rien ne bouge sur le terrain, Bunagana est toujours occupé. Si votre visite, on attend beaucoup de vous dans la région, n'aboutit à rien, ne faut-il pas craindre le pire? Vous savez, une visite ne suffit pas, il faut une suivi continu. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avant cette visite. Nous sommes engagés dans le soutien des efforts de médiation et des efforts diplomatiques pour mettre fin à l'insécurité, à la violence au Congo de l'Est. Ça continuera après cette visite. Mais pour moi, c'est important de pouvoir parler directement avec les chefs d'État, avec le président Tshisekedi ici, avec le président Kagame au Rwanda, et aussi les voisins. Nous sommes en contact avec l'Ouganda, avec le Congo Brazzaville en face, et d'autres pays concernés, parce que c'est un problème à la fois évidemment directement pour le peuple au Congo de l'Est, mais c'est un problème régional. Il doit se résoudre aussi. Nous exerçons notre diplomatie là-dessus. Oui, mais le problème régional, c'est notamment l'exploitation des richesses, oui, c'est notamment l'hégémonie de deux pays, principalement Rwanda et Ouganda. La diplomatie, 25 ans durant, a montré ses limites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes prêt notamment à armer les FRDC pour qu'ils soient plus à même de faire face? Vous êtes prêt à... Je sais qu'en 2012, vous étiez numéro 2 du Conseil national de sécurité. On vous a vu notamment d'ailleurs sur de grandes opérations américaines. En 2012, Barack Obama avait appelé Paul Kagame pour que ça s'arrête. Et en 2012, l'épopée du M23 s'était arrêtée. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose, à la même contribution du président Biden, du secrétaire d'État ou des États-Unis pour que cesse l'épisode 2022? Je vais pas me mettre en avant notre propre diplomatie, mais pour vous dire deux choses. Premièrement, en ce qui concerne les forces armées ici, au RDC, il y a une réforme qui est en train de se faire, qui est très importante. Cette réforme, je pense, ouvrira d'autres possibilités en ce qui concerne
notre soutien, nos propres relations, mais il faut que cette réforme se fasse. Il faut également que tout ce qui est comme contact qui reste avec le FDLR, par exemple, par certains éléments des forces armées, s'arrête aussi. Je crois que ça, c'est important. Deuxièmement, je vais parler directement du problème du M23 au Rwanda avec le président Kagame. Et on verra par la suite ce qui se fait. Mais pour le moment, il y a, je pense, un peu d'énergie dans cette diplomatie. Nous essayons nous-mêmes de mettre notre poids derrière pour avancer la paix. La diplomatie a fait que l'ADF soit cité comme mouvement terroriste. La République démocratique du Congo souhaite que ce soit aussi le cas pour le M23. Les États-Unis sont prêts à ça? Vous savez, on a sanctionné dans le passé des leaders du M23. C'est un dossier qu'on regarde continuellement. Il n'y a pas de conclusion définitive, mais on a déjà sanctionné dans le passé des individus, des leaders du M23. On continuera à garder le dossier. Parlons MONUSCO, départ précipité demandé par la population après 25 ans sans résultat. Face à cette rupture de confiance, est-ce que l'agenda de retrait ne doit-il pas être accéléré? MONUSCO, nous sommes le premier donateur. Donc nous avons, nous, un intérêt à ce que MONUSCO puisse poursuivre sa mission et son mandat avec les ressources nécessaires et avec l'autorité nécessaire pour le faire. Je sais qu'il y a une frustration très importante au niveau du public en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne les problèmes sur le terrain que MONUSCO n'a pas pu gérer. Je pense qu'il faut être sûr qu'il y a une vraie coordination entre tous les éléments, qu'il y ait les ressources nécessaires, le mandat nécessaire, et il est évidemment très difficile de voir des vies perdues à cause de conflits entre MONUSCO et les citoyens des deux côtés. Il faut que ça s'arrête, mais je pense que MONUSCO c'est très important, mais ça ne suffit pas. Parce que sans une ouverture diplomatique, sans une vraie négociation pour mettre fin à ce qui se passe et pour établir la sécurité, MONUSCO seul ne peut le faire. Il faut les deux choses en même temps. Élection générale pour la République démocratique du Congo, c'est l'année prochaine, en 2023, mais la CENI peut ne pas être prête. Vous avez rencontré le président Tshisekedi, vous avez aussi rencontré M. Denis Kadima. S'il n'y a pas de scrutin dans les délais, qu'est-ce que vous ferez? Pas d'hypothétique, mais j'ai évoqué ça avec le président, j'ai évoqué ça avec le président de la commission électorale aussi. Tous les deux m'ont confirmé que les élections auront lieu à temps et dans des conditions ouvertes, dans des conditions d'inclusivité. C'est très important, évidemment, pour la RDC, mais ça dépasse même la RDC. Nous sommes dans un moment de recul démocratique dans pas mal de pays à travers le monde. L'exemple que la RDC peut montrer avec des élections à temps qui sont vraiment inclusifs, ça peut avoir un impact à travers le continent et à travers le monde. C'est ce que nous attendons. Et je dois vous dire qu'avec les conversations avec le président du pays et de la commission, je pars avec quand même un peu de confiance que ça sera le cas. Lutte contre la corruption, pas d'entreprise américaine possible en République démocratique du Congo tant qu'il y a de la corruption, c'est ce que nous disait il y a quelques mois l'ambassadeur Hammer. Au cours de votre visite, vous avez aussi parlé business en RDC pour les entreprises américaines. Elles peuvent venir aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail de la RDC, APLC, IGF et CNRF? Je pense qu'il y a une prise de conscience que la corruption, c'est un cancer qui attaque la démocratie, qui attaque le peuple congolais et qui attaque aussi la possibilité d'investissement venant de l'extérieur. On a vu
des démarches par le gouvernement qui sont positives à cet égard. Je les ai évoquées avec nos collègues. En même temps, reste du travail à faire, surtout dans la transparence du gouvernement, des contrats, etc. Mais je pense que il y a une démarche qui est en train de se faire. Il y a un lien direct entre cette démarche et la possibilité d'investissement. Mais par exemple, dans le secteur des minéraux critiques, nous avons maintenant établi un partenariat pour l'exploitation des minéraux. L'exploitation des minéraux par l'exploitation des êtres humains. Et ce que nous apportons à ce partenariat, c'est la possibilité justement de l'investissement. Ce que nous demandons, c'est que cette exploitation se fasse avec des valeurs très sûres en tête. Respect des travailleurs, respect de l'environnement, respect de la transparence. L'RDC, je pense, va faire partie de ce partenariat. Je crois que c'est prometteur pour l'avenir. Donc, il y a moins de corruption, les entreprises américaines peuvent venir investir. RDC Pays Solutions, ça c'est ce que le Congo dit pour son maintien de l'écosystème avec sa forêt, mais financièrement il est peu soutenu. Récemment, il a lancé un appel d'offres sur son pétrole qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel d'offres? Est-ce que le Congo peut exploiter son pétrole comme le font notamment l'Ouganda, qui a la même d'ailleurs source de pétrole que le Congo? L'Ouganda pourrait pomper le pétrole congolais. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas opposé à cet appel d'offres? Vous accompagnez la RDC? On en a parlé et je vous dirais plusieurs choses importantes. Premièrement, nous les États-Unis, nous avons une responsabilité très importante sur ce dossier du climat, pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, nous sommes, hélas, le numéro 2 au monde après la Chine en ce qui concerne les émissions. Donc, on a une responsabilité. Voilà. Mais au niveau historique aussi, nous avons fait pour notre propre développement des choses que nous demandons maintenant à d'autres pays de ne pas faire. Donc, il est normal que les pays nous disent: vous avez fait une exploitation de vos forêts, vous avez fait une exploitation vous continuez à le faire d'ailleurs. Et nous continuons à le faire, mais vous nous demandez de ne pas le faire. Alors, c'est une remarque tout à fait normale et appropriée. Ce que nous faisons donc, c'est nous soutenons l'adaptation, la résilience de ces pays qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et c'est ce que nous faisons. Alors, en ce qui concerne le bassin du Congo et cette forêt tropique extraordinaire, ce forêt, comme vous savez, les émissions captées par ce forêt sont plus grandes que toutes les émissions du continent africain. Donc, pour combattre les problèmes climatiques, c'est absolument essentiel de le préserver. Mais on comprend tout à fait qu'il faut aussi maintenir l'écosystème, qu'il faut des ressources, de la technologie, des techniques. Nous nous sommes mis d'accord hier avec le gouvernement d'établir immédiatement un groupe de travail qui puisse à la fois assurer que protection du forêt et en même temps assurance que les ressources nécessaires pour la RDC, non seulement de protéger l'écosystème, de protéger la forêt, mais aussi de créer l'opportunité économique pour le peuple congolais, soient en place. Il y a déjà un engagement de la communauté internationale pour la RDC de plusieurs milliards de dollars dans cette direction. Nous allons donner suite à ça immédiatement. On vous remercie encore une fois de nous avoir accordé cette interview, la seule ici en RDC. Merci pour ça. Je voudrais, comme il y a presque 13 ans, jour pour jour, c'était ici, dans la résidence des États-Unis, le 10 août 2009, avec votre prédécesseur Hillary Clinton. Je vais vous poser la même question. En 13 ans, 2 secrétaires d'État en République démocratique du Congo. Vous dites que les relations sont bonnes. Pourquoi autant de temps et est-ce qu'il est possible pour la RDC d'espérer un jour la visite d'un président américain? Moi, je ne peux que vous parler du présent et de l'avenir et je peux vous dire que dans le présent et pour l'avenir, nous avons un partenariat qui s'élargit et qui s'approfondit. On a évoqué une douzaine de sujets avec nos collègues du gouvernement. J'ai vu la société civile, j'ai vu des jeunes remarquables qui sont dans un concours pour des projets informatiques pour les élections, pour informer le peuple congolais
dans les élections pour l'année prochaine. Donc, pour moi, dans le présent, c'est un partenariat qui est important et qui va devenir encore plus important dans les années à venir. Monsieur le secrétaire d'État, thank you very much. Je vous remercie. Merci surtout d'avoir fait cette interview, d'avoir accepté de faire cette interview en français. Merci. Bon, voilà. Chers compatriotes, chers Africains, nous allons analyser cette interview ensemble. Parce que je pense que cette communauté internationale, ces Occidentaux, nous prennent pour moins que rien et que nous aussi, les Africains, nous croyons que nos solutions viendront de la part de la communauté internationale. Voilà. Nous allons parler d'abord, ils ont parlé du sujet, je dois le marquer, des élections présidentielles. Voilà. Nous avons tous vu l'insécurité qui règne en RDC. Nous avons vu tous comment est-ce que la RDC est attaquée par les pays voisins. Mais comment est-ce qu'on peut parler d'un pays des élections dans un pays où il y a l'instabilité? Chers compatriotes, comment est-ce qu'on peut programmer une élection? Donc, on s'en fout des morts qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la MONUSCO est installée en RDC, à l'est de la RDC, il y a eu plus de 20 millions de morts que la MONUSCO ne parle presque pas. Ils essaient de minimiser 20 millions de morts. Nous avons tous remarqué ce qu'ils reprochent au président Poutine d'avoir été attaqué l'Ukraine. Donc, la communauté internationale, les Nations Unies, l'OTAN, la communauté européenne, toutes ces communautés, tous ces organismes réunis ensemble pour contre-attaquer Poutine parce que l'Ukraine s'est fait attaquer. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que il y a des sommes de millions et les armes de guerre qui vont en Ukraine à la destination de l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais comment est-ce que la RDC se fait attaquer par les pays voisins? On ne parle aucun organisme, pas la communauté, pas l'intervention de la communauté internationale. Eux qui sont pour la sécurité, qui sont pour une mission de sécurité, eux qui sont installés dans cette zone où il y a l'insécurité, depuis 20 ans, ils sont sur place. Ce peuple-là ne fait que enterrer les cadavres, ne font que vivre dans l'insécurité. Et là, ils nous parlent encore de vouloir rester dans cette zone quand les populations ont remarqué que leur présence n'a fait qu'augmenter l'insécurité dans cette zone. Et pendant ce temps, ils nous parlent des élections. Quand en Ukraine, ils sont en train d'attaquer, ils sont en train d'envoyer la communauté internationale, l'OTAN envoie les armes à monsieur Zelensky pour combattre Poutine, pour combattre les Russes. Là-bas, en RDC, il y a la même situation. La RDC se fait attaquer par les pays voisins. Non, on ne parle pas. C'est même à la RDC qu'on a imposé l'embargo. C'est la RDC qui subit l'embargo
pendant que les autres sont armés pour aller attaquer le peuple congolais. Chers compatriotes, chers Africains, il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Il est temps qu'on prenne notre destin, notre avenir en main. Les Occidentaux ne sont pas là pour nous. C'est eux qui fabriquent, c'est eux qui créent les terroristes. C'est eux qui créent le désordre, l'instabilité dans nos pays. C'est eux qui viennent comme les sapeurs-pompiers après avoir créé le désordre. Et tout ça maintenant, nous savons qui sont les terroristes, qui sont les mercenaires. Prenons le cas aujourd'hui du Mali. Le Mali se fait attaquer aujourd'hui par les terroristes qui sont sophistiqués, qui ont le matériel sophistiqué. Le Mali se fait attaquer par les drones. Le Mali se fait attaquer avec l'armée de terre, avec les terroristes sur terre et les terroristes en l'air et les terroristes bien équipés en communication. Donc les terroristes qu'on nous a fait croire, qu'on nous a fait comprendre dans le passé que le terroriste avait un mode d'opération obscur. Ils avaient des camions ou des motos. Ils opéraient en bicyclette ou en moto. Aujourd'hui, les mêmes terroristes combattent ouvertement avec les drones, avec un matériel de guerre sophistiqué. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le Mali est attaqué par les terroristes qui ont le matériel sophistiqué. Mes chers compatriotes, nous sommes là que pour venir et réveiller les consciences de notre peuple. Nous sommes là pour venir communiquer avec notre peuple, pour venir dire la vérité à nos peuples, les vérités qu'on leur avait tant cachées dans le passé. Les vérités que même nous, on n'était pas au courant et qu'aujourd'hui, nous allons faire des recherches pour vous. Dès que nous avons l'information, nous partageons ça avec notre peuple pour que nous menions ce combat ensemble. Pour que nous menions un combat intelligent. Comment est-ce qu'on peut on peut organiser, on peut parler en ce moment d'un pays, des élections présidentielles, quand un pays est attaqué, quand un pays est en insécurité. Mais non, venons à ce que M. Anthony J. Blinken a dit. Il a dit, dans ses propos, analysons ensemble, dans ses propos, il a dit qu'ils vont arrêter de fournir les armes aux rebelles. Qui fournit les armes aux rebelles? Oui, parce que là, il a dit on doit arrêter de fournir les armes aux rebelles. Donc les armes, ils reconnaissent que ce sont eux qui fournissent les armes aux rebelles. S'ils reconnaissent que ce sont eux qui fournissent les armes aux rebelles, donc ils sont responsables de l'insécurité qu'il y a dans cette zone. Comme ils sont aussi responsables de l'insécurité qu'il y a au Sahel, qu'il y a en RCA, qu'il y a au Soudan, qu'il y a partout où ils se sont plantés, là, partout où il y a des bases, en fait, les bases militaires. Mais quel est l'intérêt d'avoir les bases militaires quand les zones, quand ces pays où les organismes internationaux ont créé ont installé leur base militaire. Donc, ils sont inefficaces. Alors, leur présence nous sert à quoi? Leur présence, la présence des organisations, des organismes internationaux servent à quoi aux peuples africains?
Parce que jusque-là, les peuples africains, les pays africains n'ont pas la stabilité. Plus ils s'installent dans nos pays, plus il y a l'instabilité. Plus il y a leur présence, plus il y a l'insécurité. Alors, ces organismes sont inefficaces. Ces organismes sont incompétents. Donc, leur présence sont inutiles. Leur présence sont unnecessary. Monsieur Blinken, Anthony Blinken, le secrétaire des Nations Unies, a bien confirmé que c'est eux qui fournissent les armes aux rebelles. Parce qu'il a dit, on doit, moi j'insiste là-dessus, il a bien dit, on doit arrêter de fournir les armes aux éléments non militaires. Alors, les éléments non militaires, parce qu'il n'a peut-être pas prononcé le nom terroriste, mais les éléments non militaires, ce sont ceux dont eux-mêmes ils disent que ce sont des terroristes. Donc, c'est eux qui fournissent les armes aux personnes qui sont non militaires. Et les non-militaires, ce sont les terroristes. Ce sont eux qui fournissent des armes au M23. Comment est-ce qu'on veut aller parler de la paix, discuter de la paix avec Kagame, qui est en train d'attaquer la RDC? Pendant ce temps, on n'a pas voulu discuter, on ne discute pas avec Poutine, on traite Poutine de terroristes, d'assassins, de génocidaires, de criminels. Pendant ce temps, ceux qui, le Museveni, Kagame attaquent la RDC, on va aller discuter avec lui en paix. Quelle injustice! Et pendant ce temps, nous les Africains, on est là, on applaudit, on regarde, on y croit encore à ces organismes. Chers compatriotes, les Nations Unies, c'est l'organisation des nations des terroristes. C'est l'organisation qui fournit les armes aux terroristes. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui emmènent, qui créent le terrorisme sur notre continent. Les Nations Unies sont intéressées par la matière première, les richesses de l'Afrique, mais pas par la protection ou la sécurité des peuples africains. Alors, chers compatriotes, nous invitons tous les Africains à se mobiliser. Tous les Africains doivent prendre leurs responsabilités en main. L'Afrique est en guerre avec les Occidentaux. Les Occidentaux ont déclaré la guerre aux Africains. La guerre qu'il y a en Ukraine, ce n'est pas la guerre contre Poutine, mais c'est la guerre pour stopper l'arrivée de Poutine, pour stopper Poutine de gagner du terrain en Afrique. Car l'Afrique est une grosse part de gâteau pour les Occidentaux. L'Afrique, c'est comme un être humain et la tête appartient aux Occidentaux, qui est l'OTAN, et le ventre appartient aux Français, qui sont les accompagnateurs de l'OTAN. Alors, si nous, vous savez très bien qu'un corps qui manque des membres, une partie de leurs membres sont handicapés. Alors, chers compatriotes, est-ce que nous allons continuer à regarder que la tête de l'Afrique soit contrôlée par les étrangers, par ces organismes qui sont là, qui ne sont pas là pour le bien des Africains, et le ventre qui doit recevoir, qui doit être nourri, et aux mains aussi des étrangers. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui nous reste, nous? Qu'est-ce qui reste aux Africains?
Pourquoi on n'arrive pas à prendre notre destin en main? Pourquoi on n'arrive pas à prendre notre responsabilité? Chers compatriotes, chers Africains, il est temps que nous prenions nos responsabilités en main. Il est temps que nous prenions notre courage. Il est temps que nous puissions l'Afrique appartient aux Africains. Ça, vous voyez à quel point on vous sous-estime, à quel point nous sommes sous-estimés. Les solutions de l'Afrique, ce sont les Occidentaux qui doivent venir prendre des solutions pour nous, pendant que nous sommes là. Et quelles sont les solutions? Quel est le résultat des solutions ou des problèmes que les Occidentaux sont venus résoudre chez nous et que ça a donné la prospérité et que ça a été à l'avantage des Africains? Nous voyons tous l'échec. La MONUSCO, c'est l'échec total en RDC. La MONUSMA, c'est l'échec total au Mali. Ils sont restés 20 ans, plus de 20 ans en RDC. Nous avons tous vu le résultat. Il n'y a pas eu de stabilité dans cette zone où est la MONUSCO. Et en plus de ça, la MONUSCO qui est allée établir la sécurité, ils ont tiré en RDC, ils ont tué 38 citoyens civils, ils ont tué 38 civils il y a quelques jours. Et ceci, personne ne le dit. Ils ne l'ont pas dit. Alors, chers compatriotes, j'invite président Bandakane, j'invite le professeur Niamsi, j'invite Semi Keba, j'invite Nathalie Yomb. Vous êtes des têtes, des gros activistes, vous êtes des gros résistants. Ne négligez pas le problème de la RDC. La RDC est attaquée. La RDC est aux mains des prédateurs, les prédateurs des Occidentaux. Alors parlons de la situation de la RDC. L'heure est grave, la situation de la RDC est grave. La situation de l'Afrique centrale est grave. Parce que jusque-là, vous avez M. Anthony parle d'aller rencontrer celui qui a attaqué la RDC, qui est autre que Kagame. Et pendant ce temps, Kagame a encore envoyé, Kagame a encore acheté une zone du Congo-Brazzaville. Tout cela pour faire l'occupation, pour dominer sur la zone du Congo, de l'Afrique centrale. Alors si nous ne s'engage pas aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui, il serait trop tard. Alors s'il vous plaît, nous avons besoin de tous ces gros, les calibres que nous avons, les calibres activistes, les calibres résistants que nous avons pour l'Afrique. Parler de cette situation de la RDC, parler de cette situation de l'Afrique centrale. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Sahel qui est attaqué, ce n'est pas seulement le Sahel qui est déstabilisé, l'Afrique centrale, je pourrais dire que l'Afrique en général. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. La MONUSCO qui est censée aller établir la paix a tué 38 citoyens, 38 civils en RDC qui protestaient contre leur présence en RDC, parce que cette population ne voit que dalle, cette population ne voit pas la stabilité, ne se voit pas sécurisée par la MONUSCO. Et voilà leur erreur qu'ils ont commis et que la MONUSCO a tiré sur 38 civils en RDC. Chers compatriotes, levons-nous pour sauver l'Afrique. L'Afrique est en danger. On ne doit plus laisser que nos peuples périssent, nos peuples meurent sans justice.
la justice doit régner sur tous les peuples, sur toutes les créatures sur terre. Alors, mes chers compatriotes, mes chers aînés, la famille du combat, les panafricanistes, levez-vous. Les activistes, levez-vous. Nous sommes en danger. Nous sommes là pour venir réveiller, sensibiliser nos peuples. Ce n'est que comme ça. Et c'est grâce même à cette mobilisation, grâce à nos réseaux sociaux, que nous arrivons à partager le danger que l'Afrique court. Nous arrivons à dire la vérité à nos peuples, à réveiller les consciences de nos peuples. Peuples africains, réveillez-vous. L'heure est grave. Tous ensemble pour protéger le territoire africain, pour protéger les nations africaines, pour protéger le continent africain. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Alors, les présidents Banakani, professeur Niamsi, ma sœur Nathalie Yomb, Semi Keba et les autres, parce que je ne pourrais pas citer tous vos noms, mais nous sommes en danger. Ce n'est qu'en nous mettant ensemble que nous pouvons sauver notre nation, notre continent. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Ne soyons pas dans la division, allons ensemble pour protéger notre nation, notre continent. Regardez comment est-ce que notre leader Assimi Goïta est attaqué. Les terroristes ont changé le mode opératoire. Aujourd'hui, ils ont les armes sophistiquées pour attaquer le Mali. Et après le Mali, ça serait quel pays? Après le Mali, après Assimi Goïta, quel pays, quel président ils vont attaquer? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se prenne en charge. Car l'Afrique consciente, l'Afrique éveillée va faire tomber tous ces pays occidentaux. Car l'Afrique est leur part de gâteau. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. La maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de l'unité du Sud-Congo, la maman qui est là pour venir éveiller, sensibiliser, communiquer, informer, partager le message avec notre peuple, avec notre famille Congo, avec notre famille Bonto, avec notre famille, toute la famille africaine confondue. Ingeta. C'est l'Afrique qui gagne. Tous ensemble vers la victoire.